Imaginons un peu, les Caraïbes, au tout début du XVIIIe siècle. C'est un monde en plein chaos, où les grands empires se déchirent pour le contrôle des mers. Et c'est précisément dans ce décor qu'une histoire incroyable, presque effacée des livres, est sur le point de refaire surface. Une histoire qui risque de bousculer, tout ce qu'on pense savoir sur les pirates. Oui, oui, c'est bien ça. Bien avant les révolutions américaines et françaises, bien avant même que les philosophes des Lumières ne publient leurs grands textes, il y avait un groupe de hors-la-loi, de parias, de rebelles, qui mettaient déjà en pratique des principes démocratiques parmi les plus radicaux de l'époque. C'est fou, non? Allez, on plonge dans cette histoire incroyable. Alors tout ça, ça se passe où? À Nassau, aux Bahamas. Franchement, sur le papier, c'était juste un port un peu paumé, sans foi ni loi. Rien ne laissait penser que ça allait devenir le berceau d'une expérience politique aussi dingue. Et pourtant, c'est bien au milieu de ce chaos qu'une société complètement unique a vu le jour. Bon, pour bien piger comment Nassau a pu exister, il faut qu'on regarde le contexte de l'époque. En gros, les superpuissances, l'Angleterre, l'Espagne, la France, sont tellement occupées à se taper dessus qu'elles n'ont pas vraiment le temps de s'occuper des Bahamas. Résultat, un énorme vide de pouvoir. Et ce vide, c'est une occasion en or. Nassau, qui n'est quasiment pas défendu, devient une sorte d'aimant pour tous ceux qui veulent fuir l'ordre établi. Et alors, qui on trouvait là-bas dans ce refuge? C'était un melting pot assez incroyable. On avait des marins qui en avaient marre de la discipline de fer de la marine royale, on avait d'anciens esclaves qui cherchaient la liberté, des aventuriers qui rêvaient de fortune, et même des idéalistes qui fuyaient l'injustice de l'Europe. Au fond, ce qui les rassemblait tous, c'était ce besoin viscéral de liberté. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. On pourrait croire que cette idée de démocratie est née à terre, dans les tavernes enfumées de Nassau, mais pas du tout. En fait, tout a commencé en mer, à toute petite échelle, celle d'un seul et unique navire pirate. Là, on parle d'une véritable révolution. Il faut bien se rendre compte, sur un navire pirate, le capitaine n'est pas un dictateur. Non, il est élu. Élu par l'équipage. Et s'il ne convient pas, on vote et on le vire. C'est aussi simple que ça. Toutes les décisions cruciales, comme attaquer un navire ou pas, sont votées à la majorité. Le pouvoir, le vrai, il est entre les mains de l'équipage. Et quand on compare ça avec la marine royale, le contraste est juste saisissant. D'un côté, la marine, une hiérarchie de plomb, une discipline brutale, des salaires de misère pour les marins et tout pour les officiers. De l'autre, le navire pirate. Le capitaine est élu, les règles sont consenties par tous dans un code écrit et le butin est partagé équitablement. Honnêtement, pour un marin de l'époque, le choix était vite fait, non? Ok, donc on a vu comment ça marchait sur un bateau. Mais ce qui est fou, c'est que ce modèle ne s'est pas arrêté là. Non, ces idées ont débarqué à terre et ont infusé toute la société de Nassau. Elles ont créé une sorte de contrat social qui était, à des années-lumière de ce qui se faisait ailleurs à l'époque. Évidemment, Nassau a attiré des légendes, des noms qu'on connaît tous. Benjamin Hornigold, le mentor, Charles Vane, le radical, les incroyables Anne Bonny et Mary Read qui ont fait voler en éclats tous les préjugés, et bien sûr, Edward Teach, alias Barbe Noire. Mais il ne faut pas les voir juste comme des brutes sanguinaires. Ils étaient aussi les acteurs, les citoyens de cette expérience politique unique. Chacun, à sa façon, participait à cette république pirate. Alors, concrètement, sur quoi reposait cette société pirate? Sur des principes qui, aujourd'hui encore, nous paraissent super modernes. D'abord, l'égalité des votes. Ensuite, une sorte de sécurité sociale. La liberté d'expression, aussi. Et enfin, quelque chose d'absolument ahurissant pour l'époque, la tolérance ethnique. Prenons un exemple pour que ce soit bien clair. Leur sécurité sociale. Le concept est simple, mais totalement révolutionnaire. Imaginez, un pirate perd une jambe ou un œil au combat. Est-ce qu'on l'abandonne à son sort? Pas du tout. Il reçoit une indemnité, une compensation financière qui vient d'un pot commun. C'était ni plus ni moins qu'une assurance vie, une caisse de solidarité pour les accidents du travail. Mais le truc le plus dingue, c'est peut-être ça. Il faut se remettre dans le contexte. On est dans un monde bâti sur l'esclavage, sur le racisme, et à Nassau, Africains, Européens, Amérindiens, ils étaient traités sur un pied d'égalité. Sur un navire pirate, ce qui comptait, ce n'était pas la couleur de peau, c'était le courage et la compétence. C'était une égalité de fait, née à la fois du besoin et sans doute d'un certain idéal. Évidemment, une expérience pareille, un bastion de liberté aussi radical et accessoirement de piraterie, ça ne pouvait pas durer. Les grands empires ne pouvaient tout simplement pas tolérer l'existence de Nassau. La fin de ce rêve, elle était malheureusement inévitable. Et le couperet tombe en 1718. C'est l'année charnière. L'Empire britannique en a marre. Il décide de siffler la fin de la récréation.
Pour eux, il faut écraser cette menace pirate et restaurer l'ordre, leur ordre, dans les Caraïbes. Et pour mener à bien cette mission, ils ne choisissent pas n'importe qui. Ils envoient un certain Woodes Rogers. Et c'est un choix très malin, parce que Rogers, c'est un ancien corsaire. Il connaît le milieu. Il sait comment les pirates pensent, comment ils agissent. Et surtout, il sait où frapper pour les briser. Et l'approche de Rogers est d'une efficacité redoutable. C'est simple et brutal. Son ultimatum tient en quelques mots. L'amnistie ou la potence. En gros, soit on se rend et on obtient le pardon du roi, soit c'est la corde. C'est un dilemme terrible qui va faire imploser la communauté pirate de l'intérieur. Et face à ce choix impossible, l'unité des pirates se fissure complètement. Il y a ceux qui sont fatigués de cette vie de cavale et qui acceptent le pardon. Et puis, il y a les irréductibles, comme Barbe Noire, qui décident de se battre jusqu'au bout. Mais c'est trop tard. Le cœur de la République pirate a cessé de battre. L'expérience de Nassau s'effondre, aussi vite qu'elle est née. Au final, la République de Nassau n'aura duré qu'une dizaine d'années. Une parenthèse, un simple éclair dans la grande histoire. C'est ce qu'on pourrait croire. Mais, et si les idées qui ont germé dans ce chaos n'étaient pas mortes avec elles? Et si elles avaient, d'une certaine manière, survécu? Et c'est là que ça devient absolument vertigineux. Reprenons les principes de base de Nassau, l'élection des dirigeants, des contre-pouvoirs pour limiter leur autorité, un partage plus équitable des richesses, la défense des droits individuels. Mais ce sont exactement les mêmes idées qui vont enflammer le monde quelques décennies plus tard avec les révolutions américaines et françaises. Alors, simple coïncidence? Pas si sûr. Alors au final, que retenir de cette République des pirates de Nassau? Était-ce juste une utopie un peu folle, un simple mirage libertaire, une bande de pilleurs bien organisés? Ou était-ce peut-être quelque chose de plus? Le premier souffle, un peu brutal, un peu chaotique, mais le premier souffle quand même de la démocratie moderne. La question reste ouverte.